Sur le papier, la Russie a gagné la guerre économique contre l'Occident. Après 4 ans des sanctions les plus agressives jamais imposées à une grande économie, Moscou tient toujours debout avec une économie qui, techniquement, est en croissance. Le rouble a chuté fortement avant de retrouver presque son niveau d'avant-guerre. Vladimir Poutine affirme que le temps favorise la Russie, mais ce qu'on voit sur le papier ne montre pas tout. Au début de 2026, les réserves liquides du fonds de prévoyance russe, le Fonds national de richesse, ce coussin créé pour absorber précisément ce genre de choc, avaient été réduites de plus de moitié en dollars. Rapporté à la taille de l'économie, il avait diminué d'environ 2,4 fois, et le déficit budgétaire fédéral a dépassé le plan officiel d'environ 5 fois. Ce n'est pas l'image d'un pays qui s'est adapté. C'est l'image d'un pays qui puise dans ses économies pour continuer une guerre, en espérant discrètement que personne ne fasse les calculs. Aujourd'hui, nous faisons les calculs, car sous cette surface stable, la Russie porte 10 faiblesses structurelles. Bien qu'aucune d'entre elles ne soit susceptible de provoquer un effondrement total, chacune d'entre elles s'aggrave, et plusieurs d'entre elles s'alimentent mutuellement. Numéro 1, le budget, ou plutôt son absence. Commençons par l'argent, car tout le reste en découle. En 2021, l'année précédant l'invasion, la défense et la sécurité intérieure représentaient environ 24% du budget fédéral de la Russie. En 2025, ce chiffre était monté à environ 40%. Le chiffre exact est difficile à déterminer car la Russie continue de rendre secrètes les dépenses liées aux projets de défense. En fait, certaines sources suggèrent que les dépenses classifiées sont au moins aussi élevées que les dépenses nominales. Par exemple, rien que pour les 3 premiers trimestres de 2025, une somme stupéfiante de 7 000 milliards de roubles, soit environ 88 milliards de dollars, a été allouée à ces postes budgétaires confidentiels. Cela représentait une augmentation massive de 39% par rapport à la même période de l'année précédente. Maintenant, regardez du côté des revenus. Et c'est là que la Russie est vraiment en difficulté. La Russie a construit son budget 2025, en partant du principe que le pétrole se vendrait autour de 70 $ le baril. Mais en réalité, il s'est vendu en moyenne à 58 $ le baril. Le gouvernement a également misé sur un rouble plus faible pour gonfler ses revenus, mais le rouble est resté obstinément fort. Les revenus du pétrole et du gaz ont chuté d'environ un quart en un an, alors que les dépenses augmentaient encore. Moscou a donc agi comme tout gouvernement submergé par la dette. Elle a réécrit le budget, même 2 fois en une seule année. Le déficit a tout de même explosé pour atteindre 5 600 milliards de roubles, soit environ 5 fois plus que prévu. Si l'on ajoute les budgets régionaux, en difficulté, ainsi que les fonds de pension et de santé, le trou total dans les finances publiques russes atteint 8,3 trillions de roubles. Cela représente près de 4% de l'économie. Privé des prêts occidentaux, le Kremlin doit soit emprunter à des taux élevés en interne, soit puiser dans le Fonds national de richesse. Il fait les deux. Alors que le fonds a perdu la moitié de sa valeur en dollars, et cela même après que les prix records de l'or ont contribué à soutenir sa valeur. La situation est tellement grave que le gouvernement a été contraint de proposer une réduction des dépenses militaires pour 2025. Selon Cypri, cette mesure sera probablement modifiée pour augmenter le budget. Mais tout cela ne fait que montrer davantage pourquoi la Russie est lentement à court d'argent. Elle ne peut pas maintenir sa croissance économique, et pourtant, elle doit continuer à injecter plus d'argent dans l'armée pour ne pas paraître faible ou tenter de faire des progrès. Finalement, cela va devenir une situation perdante. Numéro 2. La dépendance à la Chine. Le second problème découle en partie du premier et concerne l'économie russe. Face aux sanctions européennes, la Russie a dû chercher d'autres fournisseurs, trouvant en la Chine un partenaire disposé. En 2025, la Chine a absorbé environ 30% de tout ce que la Russie exporte, contre 16% avant la guerre. Elle a fourni environ 35% des importations russes. Et dans les catégories qui maintiennent réellement une économie de guerre, comme les machines, l'équipement industriel et les pièces détachées, la part de la Chine a grimpé jusqu'à 90%. Il suffit de regarder le marché automobile pour voir la prise de contrôle en temps réel. En 2019, les marques chinoises ne représentaient que 2% des voitures neuves vendues en Russie. En 2025, elles représentaient un peu plus de la moitié. Les constructeurs occidentaux sont partis, la production russe s'est effondrée, et Pékin a comblé le vide. Même le Fonds national du bien-être mentionné précédemment s'appuie désormais sur la Chine, puisque le yuan chinois représente près de 60% de ses réserves liquides. Mais la relation est extrêmement déséquilibrée, car le commerce avec la Russie ne représente guère que 3% des exportations chinoises. Pour Pékin, la Russie est un client mineur. Pour Moscou, la Chine est tout, et la Chine le sait. Ainsi, Pékin dicte ses conditions.
Elle demande d'importantes baisses sur le pétrole et le charbon russe, jusqu'à 50% du tarif russe initial à l'Europe. Elle traîne également les pieds concernant les gazoducs que Moscou est désespéré de construire, comme Force de Sibérie 2, hésitant à fournir tous les détails sur le financement du projet de son côté. Même après une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, et après avoir déclaré qu'elle comprenait le besoin de la Russie d'accélérer le projet, la Chine n'a pas fourni de calendrier actualisé. La Chine refuse également d'investir dans la production russe ou de transférer des technologies avancées. Elle vendra volontiers des produits finis à la Russie et exploitera ses matières premières, sans vraiment l'aider à se développer. La Russie a troqué sa dépendance envers l'Occident, qu'elle méprisait, contre celle envers la Chine, dont elle ne peut se libérer. Troisièmement, les questions technologiques. Une armée moderne nécessite une technologie moderne, dont la Russie est peu à peu privée. Pendant 30 ans, l'Occident a pratiquement contrôlé l'économie moderne de la Russie. L'Union européenne et les États-Unis représentaient environ les 2/3 de tous les investissements directs étrangers dans le pays. Puis, l'invasion a tout changé. Les investissements étrangers, qui s'élevaient à environ 500 milliards de dollars à la fin de 2021, avaient été réduits de plus de moitié. Le pire, c'est que personne ne se précipite pour prendre le relais, même pas la Chine. La plupart des importations chinoises ne concernent pas les opérations militaires directes. Bien sûr, la Chine a vendu des drones en masse, mais elle a également fourni des modèles de drones commerciaux utilisés par l'Ukraine, jouant sur les deux tableaux pour son propre bénéfice économique. La combinaison d'une économie stagnante et d'une dépendance envers un partenaire qui n'autorise pas l'exportation de technologies avancées signifie que la Russie perd lentement son statut de l'un des pays les plus avancés technologiquement. La Russie consacre à peine 1% de son économie à la recherche et au développement, contre 3,3% aux États-Unis, ou près de 5% en Corée du Sud. La Russie accuse de plus en plus de retard, consacrant l'essentiel de ses dépenses limitées à l'armée plutôt qu'à l'économie civile, ce qui risque de réduire encore ses ressources chaque année. Il y a aussi le fait que la Russie perd l'un de ses principaux moyens de financer sa croissance, car l'Ukraine frappe les raffineries de pétrole russes avec des attaques de drones à longue portée. Dans un pays normal, on répare les dégâts et on redémarre. Mais les raffineries russes sont aussi remplies d'équipements occidentaux, vestiges de décennies d'importation de technologies qu'elles ne possédaient pas. Les pièces de rechange étant sous sanction, les usines concernées ne peuvent obtenir les composants ou l'entretien pour reprendre rapidement. Un drone suffit à paralyser une raffinerie durant des semaines, perturbant l'approvisionnement en carburant et forçant l'État à intervenir rapidement et coûteusement. Numéro 4. Le trou noir de la main-d'œuvre. Même si la Russie parvenait à réparer toutes ses raffineries de pétrole et à rétablir toutes ses lignes commerciales avec le monde, il y a de fortes chances qu'elle ne puisse pas vraiment les entretenir à temps. C'est parce que le pays connaît l'un des problèmes démographiques les plus paradoxaux, avec un taux de chômage bas de seulement 2,1% fin 2025. Alors que cela pourrait sembler être une aubaine économique pour les non-initiés, c'est en réalité tout le contraire. La plupart des pays occidentaux ont affiché des taux de chômage avoisinant les 6,4% au cours des 4 dernières années. Petit rappel, le taux de chômage est calculé en divisant le nombre de personnes sans emploi par le nombre total de personnes actives, puis en multipliant le résultat par 100. Et certes, le monde a été frappé par une pandémie majeure, mais le taux de chômage a en réalité diminué par rapport au niveau d'avant le Covid. Mais la Russie compte entre 1,5 et 2 millions d'emplois vacants, et il n'y a tout simplement pas assez de travailleurs pour les pourvoir. Pire encore, les raisons s'accumulent les unes sur les autres. D'abord, la population vieillit rapidement, puisqu'il y a environ 7,5 millions de Russes de plus dans la soixantaine que dans la vingtaine. Les grandes générations partent à la retraite, et les petites générations nées dans les années 1990 chaotiques ne peuvent pas les remplacer en grand nombre. La guerre a considérablement aggravé le problème. Des centaines de milliers d'hommes en âge de travailler ont été mobilisés ou tués au front, tandis que d'autres ont fui pour éviter la mobilisation. Il s'agissait souvent de spécialistes en informatique et d'ingénieurs ayant les compétences recherchées par la Russie. La répression du Kremlin contre les migrants a privé le pays de cette main-d'œuvre. Il y a aussi le problème du manque de soldats à envoyer au front, au point que le pays continue d'augmenter les primes de conscription. En 2025, certaines régions ont signalé qu'un soldat sous contrat débutant, avec la prime initiale, toucherait un salaire annuel 4,5 fois supérieur au salaire moyen annuel. Et cela déclenche une réaction en chaîne. Des salaires élevés dans l'armée indiquent un manque de main-d'œuvre ailleurs, ce qui accélère la hausse des salaires par rapport à la productivité et alimente l'inflation. Donc, il n'y a pas assez de personnes pour occuper les emplois en Russie, et pourtant,
Ces emplois existants ne permettent pas de payer ce dont la Russie a besoin. Le marché des produits non essentiels, comme l'industrie automobile, est un excellent indicateur ici. Dans la seconde moitié de 2025, les constructeurs automobiles russes, Avtovaz, Kazaz et Gaz, ont été tellement touchés par la chute de moitié des ventes de camions qu'ils sont passés à une semaine de travail de 4 jours. Cela signifie simplement que les ouvriers gagnent moins et que le cycle continue. Numéro 5, la spirale démographique de la mort. Cette pénurie de main-d'œuvre découle du chiffre le plus inquiétant du rapport. La population russe diminue depuis près de 30 ans. Le taux de fécondité a atteint un niveau historiquement bas dans les années 1990 et n'a jamais vraiment remonté. Il est passé d'un niveau historiquement bas de 1,16 en 1999 à un soi-disant sommet de 1,78 en 2015, puis il est redescendu à 1,4 en 2023. L'immigration comblait jadis l'écart, mais cela n'a plus fonctionné dès que le solde migratoire est devenu négatif en 2022. Le pays devient tout simplement plus petit, avec des taux de fécondité plus bas et plus de personnes qui partent que de personnes qui arrivent. Puis la guerre est arrivée. Des estimations indépendantes, rassemblant des données publiques, évaluent à au moins 220 000 le nombre de soldats russes tués au front d'ici, mai 2021. Le ministère russe de la Défense a publié son dernier bilan des morts en septembre 2022, affirmant moins de 6 000 décès. L'écart entre la propagande et les cimetières est énorme, et le Kremlin garde les chiffres réels confidentiels, donc vous ne pouvez pas le voir. Quelle est donc la réponse du Kremlin ? Ce n'est pas une politique vraiment efficace. À la place, il propose des incitations financières pour les écolières enceintes, de nouvelles restrictions sur l'avortement, et une répression contre les mêmes migrants dont l'économie ne peut pas se passer. C'est la spirale. La guerre tue les hommes en âge de travailler. Moins d'hommes, c'est moins de travailleurs et de pères, donc moins d'enfants, et ainsi une main-d'œuvre encore plus réduite à la génération suivante. La guerre est en train de supprimer en essence l'avenir de la Russie. La guerre est aussi loin d'être terminée et commence de plus en plus à toucher les Russes dans les grandes villes, ce qui nous amène directement au point suivant. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à The Military Show pour plus d'analyses quotidiennes comme celle-ci. Nous suivons tout dans la géopolitique mondiale afin que vous restiez informés. Numéro 6. Les anciens combattants qui sont revenus violents. Maintenant, certains soldats rentrent chez eux, et pour un nombre croissant de communautés russes, c'est une catastrophe en soi. La Russie a renforcé ses rangs en recrutant directement dans les prisons des criminels condamnés avec la promesse d'une grâce. Elle a jeté des hommes traumatisés, souvent brutalisés, dans la machine à broyer, puis a renvoyé les survivants à la vie civile sans véritable soutien, sans réhabilitation, et avec une grâce dans leur poche. Le résultat est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Selon les décomptes du média indépendant Virskaya, les vétérans revenant d'Ukraine avaient tué ou grièvement blessé plus de 1000 personnes à leur retour au pays fin, 2025, dont au moins 551 tués. Et ce ne sont là que les cas documentés. Les données sur la criminalité le confirment, puisque 2024 a enregistré le plus grand nombre de crimes graves en Russie depuis 14 ans, et la tendance a continué d'augmenter en 2025. La violence est présente dans les régions frontalières de l'Ukraine, et de plus en plus dans certaines régions russes, comptant d'importantes minorités ethniques. C'est un poison pour le Kremlin, bien plus que ne l'auraient été les sanctions. L'armée russe a toujours représenté une fierté nationale. Aujourd'hui, les Russes voient des meurtriers gracier dans leurs rues, et lisent des récits de commandants torturant leurs hommes et renvoyant les blessés mourir au front. Le mythe du soldat héroïque que la Russie cherche désespérément à promouvoir se transforme en peur, et l'État n'a pratiquement rien fait. Aucun programme de réhabilitation sérieux. Aucune peine plus sévère, car reconnaître le problème signifie admettre que la guerre l'a créé, et le budget restreint signifie qu'il n'y a pas assez d'argent pour mettre en place des programmes gouvernementaux d'envergure pour la santé mentale. Même le tout nouveau Fonds d'État des défenseurs de la patrie, qui est censé offrir un accompagnement psychologique, a un champ d'action très limité, et n'aide pas ceux qui en ont le plus besoin. Avec de plus en plus de soldats qui rentrent chez eux, le public prend conscience à quel point la guerre est devenue problématique, ce qui mène directement au problème suivant. Numéro 7. La lassitude de la guerre qui se fait sentir. Maintenant, de plus en plus de gens sont fatigués de la guerre, et la propagande constante du Kremlin ne suffit plus à contenir ce mécontentement. Cela a créé une sorte de paradoxe au cœur de l'opinion publique russe. Les gens disent aux sondeurs qu'ils soutiennent la guerre, mais veulent en même temps qu'elle se termine.
En février 2026, selon des enquêtes menées par le centre indépendant Levada, environ 72% des Russes déclaraient soutenir les actions de l'armée en Ukraine. Et pourtant, le soutien à l'ouverture de négociations de paix a atteint 67%, un record, tandis que la part de ceux qui voulaient que les combats continuent est tombée à seulement 24%. C'est le plus faible soutien à la poursuite de la guerre depuis l'invasion de février 2022. Réfléchissez à ce que cela signifie. Près des 2/3 du pays souhaitent désormais en sortir, bien que la majorité continue de soutenir les troupes. Essentiellement, la population a cessé de croire en la mission, mais n'a pas trouvé le moyen de le dire ouvertement. Le soutien aux négociations est plus marqué chez les femmes, les Russes de moins de 40 ans, les ruraux, et surtout ceux qui s'informent via les réseaux sociaux et YouTube, plutôt que par la télévision d'État. Le Kremlin contrôle encore les ondes, mais pas Internet. Et la génération qui a grandi sur Internet est la moins encline à poursuivre le combat. Il y a un point crucial, et c'est le dernier refuge du Kremlin. Lorsque les Russes disent qu'ils veulent des négociations, la plupart veulent en réalité une issue favorable selon les conditions de la Russie. Plus de la moitié pense que si la paix reste inaccessible, la Russie doit frapper l'Ukraine plus fort. Cette lassitude montre seulement que les gens estiment que la Russie doit intensifier les attaques, alors qu'il n'y a personne pour les mener. La mobilisation a ralenti début 2026 avec un recrutement sous contrat qui aurait chuté d'environ 20% par rapport à 2025, car il devient de plus en plus difficile de maintenir les inscriptions. Quand la population est aussi fatiguée et passive, il est aussi plus probable qu'elle résiste à une mobilisation ouverte. Pourtant sans doute seul moyen pour la Russie d'avoir assez de main-d'œuvre pour finir la guerre à ces conditions. Numéro 8, le pays s'effondre physiquement. Les infrastructures russes datent de l'époque soviétique et n'ont pas été modernisées. Quand la guerre a éclaté et que le budget a souffert, le gouvernement a tenté de limiter les dépenses en réduisant un entretien déjà rare. L'hiver 2023-2024 a apporté la pire vague de panne depuis 2 décennies, avec des coupures de chauffage et d'eau pour potentiellement des millions de personnes en plein cœur de l'hiver. Et rien qu'en janvier 2026, la Russie a enregistré près de 1800 interruptions distinctes d'électricité, d'eau et de chauffage, soit environ le double du même mois l'année précédente. Et pour couronner le tout, même lorsque les canalisations éclatent, les factures augmentent. Les tarifs des services publics ont augmenté en moyenne de 12% à la mi-2025 et de plus de 20% dans certaines régions, touchant particulièrement les retraités et les populations rurales pauvres. Même les infrastructures plus récentes s'effondrent, cette fois à cause de la propagande russe. Dans le but de se protéger contre les attaques de drones, le gouvernement russe a commencé à supprimer systématiquement l'accès à Internet dans les régions les plus proches de l'Ukraine ou abritant des cibles militaires vitales. Il a aussi interdit l'application de médias sociaux populaires Telegram, la remplaçant par une version pirate locale, Max. Mais il s'est avéré que cette dernière avait de graves problèmes de sécurité, au point que le gouvernement a conseillé aux soldats de revenir sur Telegram. Vous voyez pourquoi c'est politiquement radioactif. Les Russes tolèrent une guerre menée par des inconnus des régions pauvres. Mais lorsque celle-ci perturbe le chauffage des régions éloignées ou l'accès à Internet dans les grands centres, il devient bien plus difficile de l'ignorer. Le Kremlin comptait moderniser grâce à des investissements étrangers, mais ils ne viennent plus. L'Ukraine déploie plus d'armes longue portée, ce qui entraînera des coupures d'Internet plus audacieuses, alors que le gouvernement cherche à maîtriser l'information. Mais tous ces efforts ne sont que partiels, car une grande partie est absorbée par le système. Numéro 9. La corruption qui ronge la machine de guerre. Chaque rouble dépensé par la Russie pour cette guerre transite par l'un des systèmes les plus corrompus au monde, et une grande partie n'arrive jamais au front. Avant la guerre, les analystes pensaient que jusqu'à 2/3 de la valeur des contrats d'État pouvaient être détournés. La corruption engendrait des pertes équivalent à plus d'1/3 des recettes budgétaires, soit près de 6,2% de l'économie totale. La guerre a entraîné plus de contrats de défense, un budget pour les fortifications et des paiements aux soldats, favorisant ainsi le vol. Au printemps 2024, le Kremlin a lancé une purge spectaculaire du ministère de la Défense, arrêtant des hauts responsables. Des affaires pénales ont été ouvertes pour vol d'argent dans les régions frontalières de Koursk, Bryansk et Belgorod, censées être fortifiées contre l'Ukraine. Mais ces campagnes anti-corruption n'ont pas pour but d'arrêter le vol. Elles cherchent juste à remplacer le bénéficiaire par quelqu'un de plus malléable et conforme au programme, tout en maintenant la loyauté des autres par la peur. Ce qui, paradoxalement, rend le système plus instable et non l'inverse. Quand les règles sont arbitraires,
et que votre protection peut disparaître soudainement, la meilleure stratégie est de prendre le plus possible, le plus vite possible. Ainsi, le vol s'accélère jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour voler, sauf un. Numéro 10. Le centre de la Russie. Ce qui nous amène à la faiblesse qui se trouve sous toutes les autres, celle qui explique comment la Russie en est arrivée là. La Russie n'est pas vraiment un gouvernement. C'est un seul homme, entouré de personnes dont le seul travail est d'être d'accord avec lui. Poutine prend les grandes décisions seul, en secret, en ne consultant qu'un cercle très restreint. Il n'y a ni vrai débat, ni contrôle indépendant. Et rares sont ceux dont la carrière survit après lui avoir déplu. La loyauté compte plus que la compétence. Et dans un système comme celui-là, tout le monde dit au patron ce qu'il veut entendre. Cela a eu d'énormes conséquences qui ont fortement influencé la durée de la guerre. Beaucoup d'analystes estiment que Poutine pensait que l'invasion se terminerait en quelques jours. Pendant des années, il affirmait que Russes et Ukrainiens formaient un seul peuple, que l'Ukraine était sur une terre historiquement russe, et que son gouvernement, simple marionnette de l'Occident, s'effondrerait si la Russie exerçait une pression. Il pensait que la Russie serait accueillie en libératrice. En juillet 2021, il a publié un long essai niant l'existence de l'Ukraine en tant que véritable nation, qui a ensuite été rendu obligatoire à lire pour l'armée russe. Quand les services de renseignement russes ont enquêté en Ukraine, ils savaient déjà la réponse attendue par leur patron. Le FSB a informé le Kremlin que les Ukrainiens ne résisteraient pas, que Kiev chuterait en quelques jours et que les Russes pourraient être bien accueillis. Ainsi, la Russie a lancé la plus grande guerre en Europe depuis 1945 sur la base de renseignements, essentiellement fabriqués pour flatter Poutine. Personne dans la salle ne pouvait dire « Monsieur le Président, c'est une erreur. Ce même système dirige le pays et le conseil de guerre. » On pourrait dire que le pire, c'est que tout dépend personnellement de Poutine. Sans successeur ni mécanisme pour ce qui se passera lorsqu'il ne sera plus là. Si quelque chose arrive à Poutine, et vu son âge avancé, cette éventualité devient de plus en plus probable. La Russie pourrait sombrer dans une lutte ouverte entre les membres restants de la classe dirigeante, pour que ce qui reste du gouvernement soit dépouillé morceau par morceau. Peut-être que le plus gros problème est que ces effets s'entretiennent, si bien que la guerre a moins de conséquences. Même si la guerre cessait demain, la Russie resterait dévastée. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour des actualités mondiales quotidiennes.